Mache Presi TV. Les États-Unis, parmi les dossiers qui devraient être des priorités pour le grand corps, Guy Philippe, qui est comme prévu, a comparu hier par devant un tribunal à Miami. Il était accompagné notamment de ses deux avocats américains et plusieurs membres de sa famille, dont sa femme et l'un de ses enfants. Guy Philippe a plaidé non coupable. Il faut dire que l'audience n'avait duré que 3 minutes, selon notre collaborateur James Pierre, qui était présent au tribunal. Après l'audition, Guy Philippe a été reconduit dans sa cellule. Il devrait comparaître à nouveau au tribunal le 27 janvier prochain. Il faut dire également qu'une centaine de partisans de l'ex-chef rebelle étaient venus lui apporter leur soutien. L'un des avocats de Guy Philippe à Port-au-Prince, maître Mario Delcy, affirme qu'il s'attendait que son client plaide non coupable lors de cette deuxième audience, soulignant que l'ex-chef rebelle et ancien commissaire de police a toujours rejeté les accusations dont il fait l'objet. Maître Delcy, qui dit attendre le procès de son client dans les prochains jours, en a profité pour lancer un appel au calme et à la sérénité à l'endroit des partisans de Guy Philippe. Écoutez les déclarations de maître Mario Delcy au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé-Macéus. Philippe, c'est toujours dit que les Pagnéens n'ont rien à voir à l'accusation et la justice américaine y mettait sous dol. Et d'ailleurs, tout le monde connaît, il était toujours dit que les presse, il y a un mandat, il y a une preuve ou bien un indice que vous présentez contre lui pour que les comparaître côté pour les comparaître là. Je ne dis à là, c'est sans surprise, Guy Philippe, ensemble avec avocat, parce que c'est mon seul, il y a l'autre avocat qui vient ajouter, donc il plaide non coupable et il y a prétendre pour que normalement, procès il déroulé et à ce moment-là, le prosécuteur, ça aurait les ministères publics en Haïti, il peut venir avec ça que vous gagnez dans le parce que autant vous êtes en débat là tout, dans l'indictment, vous êtes dans le il dit que Guy Philippe, ça va conspirer pour que lui fasse 5 kilos cocaïne entrée aux États-Unis pendant plusieurs années et il parlait tout de une somme de $112 500 ou $112 000 américains que ça va blanchir. Donc, ce sont des accusations. On prétend que le procès a été fait normalement et c'est le jury qui va déterminer est-ce que véritablement Guy Philippe est coupable ou bien est non coupable. À l'initiative du député de Pestel, Ronald Etienne, et des responsables du consortium des partis politiques haïtiens, des partisans de Guy Philippe ont pris part hier à un sit-in devant l'ambassade américaine à Tabar. Ils réclamaient la libération du sénateur élu de la Guédance. Écoutez les déclarations du député de Pestel, Ronald Etienne, du président du consortium Jean-Tel Joseph et des partisans de Guy Philippe. Nous gagnons un peuple qui vote, un sénateur, le sénateur Guy Philippe. Il a exprimé depuis son départ besoin pour que le ville remplisse fonction là. Je pense que les États-Unis d'Amérique ne doivent pas question dans toute ampleur qu'elle gagne, dans toute ampleur qu'elle gagne, diplomatique, politique, et qu'il doit juger et rappeler l'ambassadeur ça, qui fait des déclarations malencontreuses contre l'honorable sénateur Guy Philippe. Ça traite de fugitif et que Guy Philippe n'a jamais été un fugitif. Surtout pour les États-Unis d'Amérique, qui était décoré sénateur Guy Philippe en 2004 et par Donald Rumsfeld, qui était trophée et qui octroyait un visa. Ça veut dire à partir de 2004, tout grief que les États-Unis gagné avec le sénateur Guy Philippe, que c'est une question politique, que c'est une question la justice concernant la question de droit et autres, tout est tombé dans le moment ça. Et ça fait comprendre nous dit que l'arrestation que fait l'autre jour là, c'est un kidnapping, c'est pas une arrestation que lié. Je dis nous venons devant l'ambassade américaine pour nous dire que nous ne pouvons pas accepter des ordres que nous venons faire dans le pays. Parce que nous tous connaissons la constitution pays nous tous connaissons la constitution pays nous. Dans l'article 41, il dit pas de personne qui a une nationalité haïtienne qui a forcé ou quitter le pays ou bien déporter. Maintenant, des peuples haïtiens qui aujourd'hui mobilisés à travers le pays, qui présent avec nous devant l'ambassade là. N'a dit restez mobilisés parce que ça fait là son vagabondage, son kidnapping, c'est un enlèvement suivi
déséquestration, son insulte pour pays, son avilissement pour Parlement. Et mouvement ça l'a fait nous là, c'est pas seulement devant l'ambassade là, nous-mêmes qui dans l'ouest là, nous devant l'ambassade là. Et mouvement ça qu'on a fait de façon parallèle dans toutes 12 communes grandes ensemble. Et qui ça n'a demandé? N'a demandé libération Guy Philippe immédiatement. Amérique va respecter nous en tant que peuple noir libre, indépendant. Ils ont toujours piétiné droit nous. Ils ont toujours fait nous tout ça pas bon. Et c'est celle nous en tant que peuple noir américain qui a fait ça. Je dis, nous va venir dire pile bagaille. Américain, message pour vous. Je dis, pour nous, piquet ça nous planter là. Pour nous lever, il faut que nous entendions Guy Philippe, non importe, tous ces nouvelles versions. La justice américaine ne s'est pas encore prononcée sur le sort de Guy Philippe, mais déjà la question relative à son siège au Sénat de la République fait débat. Il s'agit d'un cas insolite et complexe, reconnaît le sénateur de l'Ouest, Jean-René Senatus, qui se questionne sur le statut actuel du sénateur élu en détention à la prison fédérale de Floride. Le sénateur Senatus continue de dénoncer les conditions dans lesquelles Guy Philippe a été arrêté et extradé vers les États-Unis. Le parlementaire croit opportun de remettre en question l'accord signé en 1997 entre Port-au-Prince et Washington et sur la base duquel Guy Philippe a été arrêté. Le sénateur Jean-René Senatus était l'invité du journal Infovision hier matin. Il répondait à Dorbouz Figaro. C'est dans la radio. Dans bouche moun, nous tendez Guy Philippe, non, mais la justice américaine. C'est une question que tu posée tout à l'heure là qui est très difficile. Et m'ta remè un avocat ici, ou bien on ancien qui t'a une réponse à ça. Qui ça y a fait avec siège Guy Philippe là, dans le Sénat. Et puis, qui sont prêts à le faire avec droit moun Jérémy qui doit y 3 sénateurs pour défendre yo, moun grandensio. Qui sont prêts à le faire avec? Est-ce que réponse à la question ça veut pas lié avec le jugement? Ah mais c'est ça Mamdou. Le fin jugement aux États-Unis, comment jugement ça applicable sur le territoire national là? Point d'interrogation. Est-ce que Guy Philippe Jodia là, n'est pas en état de détention préventive prolongée ou pas qu'on est? Est-ce que arrestation est illégale? Question ça y a venir répondre moins, il beaucoup répondre nous jusqu'à présent. Donc on va pas parler. Bien on a l'admettre. Guy Philippe passé 10 ans aux États-Unis par exemple. Les pas d'accord jugé 10 ans, moun Jérémy après 100 sénateurs. Quel est le statut de Guy Philippe aujourd'hui? On n'a pas parlé là. Parce que la Constitution pas prévoir empêchement ça. Donc bonne embroglio que nous-mêmes nous pas en mesure pour nous répondre. Et qui n'a pas une réponse à la question ça? Réponse ça yo, je pense que c'est le temps qu'a potil. Parce que yo pas dans le livre. Ou du moins pas dans le livre pas non. Guy Philippe même avocat lui écrit. Même si tu as une décision qui prend aujourd'hui. Non, mais décision si dans base là, il était gain vice. Ou pas qu'à le temps de finalité là. Et ça fait m'dou faut qu'autorité au vini pour venir bailler lumière sur lui pour nous raconter comment bagaille là y. Parce que comprenez bien, leur privent monde de liberté, c'est l'autre lié. Est-ce que sénateur ou en train de dire que quelle que soit décision qu'il prend concernant Guy Philippe, je dis, elle va supposer qu'il y a une conséquence ou mandat? Non, gagne décision qui prend des conséquences. Si par exemple, il y a l'autre bon côté lié, côté dit lié, il y a pendant 10 ans. Là fait 10 ans dehors. Mais quand il y a là, l'heure tourner, faut qu'on dise qui statut l'a gagné. Non, son mandat. Non, son mandat. Et mandat a commencé à partir de prêter serment. Est-ce que ça me dit là? C'est un cas qui est insolite, qui m'a dans pile réflexion. Comme bah au bon presse, toujours faire des procès similés pour le montrer qu'à traverser société à comment traiter. M'ta souhaité, bâtonnier Sandé Gaston, t'as metté dans ça comme prochain cas pour nous qui issu pays est capable de joindre. Non, problème ça que l'a traversé. Mais ça important, faut que nous garde ça la loi dit. C'est pas Guy Philippe qui est premier monde qui est allé. Il n'est pas c'est le même qui est dernier monde. Dans la mesure où, à Soea, autorité américaine est capable de venir prendre l'autre monde encore. Que t'as dit qui gagne avec drogue. Et maintenant, est-ce que ça va le faire même brouillard? Ou est-ce que ça pas fait encore? Là, c'est nous-mêmes les autorités qui devons connaître ça pour nous faire. Parce que l'article 28 la clair, il dit lorsque vous n'avez pas violé ACOA, ou bien ACOA, t'as un problème avec ACOA, vous devez dénoncer par voie diplomatique. Et bien, je dis, je pense que diplomatie, non, t'as doué les mêmes métiers au travail pour connaître comment vous pouvez rentrer dans la logique là pour garder comment on protéger citoyens nationaux. Moi-même, je connais les États-Unis sont peuple qui respecte la loi. Ils respectent la loi. Pas de monde, États-Unis, tout cap d'accord pour pays viennent violer la loi en Haïti, viennent violer la constitution en Haïti. Maintenant, vous même, vous battent bravo, vous agissent dans le cadre d'un accord que vous gagnez avec Haïti. Est-ce que l'accord va exister? Oui, il existe. Est-ce que pas nous qui ouvert porte là? Oui, c'est nous qui ouvert porte là. Là, nous finissons ouvert barrière nous. Et puis, des autres fêtes, c'est pas après cabrit fin passer pour nous après les barrer. Je dis à plus que une possibilité pour nous dénoncer, eh bien, sous énervement haïtien yo qui frappe dans fort intérieur yo, moi penser autorité nous yo doit dégager yo pour bailler une réponse à la population.
Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince informe avoir transféré le dossier de Wilson Lalo au cabinet d'instruction. Cette décision fait suite, a-t-il dit, au refus de l'ex-ministre de l'économie et des finances de participer à une confrontation avec l'ex-directeur du BMPAD, Eustache Saint-Lô, dans le cadre de l'enquête sur la gestion des fonds Petro-Caribé. Écoutez les précisions du commissaire Jean-Danton Léger au micro de Lovely Stanley Numa. L'ancien ministre des Finances, Wilson Lalo, est comparé volontairement par devant le parquet. Donc, commission de substitut montrée à cet effet étendue. Après ça, on devine ouvrir l'année. Pendant qu'une devine envisager une confrontation avec le même Eustache Saint-Lô. Confrontation de pas privée faite, mais puisque nous-mêmes au niveau du parquet, nous pas qu'à qu'un dossier au droit, nous sommes obligés de faire la saisine du cabinet d'instruction. Donc, je ne dis pas, sous terrain, mais il y a des renseignements sur la situation juridique de M. Wilson Lalo, voyez le cabinet d'instruction. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, Jean-Danton Léger, a lancé officiellement hier vendredi un programme de formation à l'intention des femmes incarcérées à la prison civile pour femmes à Cabaret. Lors d'une visite guidée à ce centre carcéral, le commissaire Léger, qui était accompagné de plusieurs formateurs, s'est engagé à libérer une cinquantaine de ces détenus qui ont passé entre 2 et 10 ans derrière les barreaux sans avoir été déférés devant leur juge naturel. Reportage Lovely Stanley Numa. Est-ce que tout le monde a l'autre jugé déjà? Ces femmes, dont certaines d'entre elles sont emprisonnées depuis plusieurs années sans avoir été jugées, ont employé tous les moyens à leur disposition pour attirer l'attention du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince sur leur sort. Transférées depuis plusieurs mois à la prison civile de Cabaret, elles ont déclaré compter sur le souci de maître Jean-Danton Léger de combattre la détention préventive prolongée pour enfin sortir de cet enfer. Comme de cas de médicaments, c'est plusieurs mois. Le commissaire Jean-Danton Léger a demandé aux responsables de la prison de lui préparer un rapport détaillé concernant les détenus qui sont en détention préventive prolongée afin de mieux traiter leur dossier. Déjà, je demande tout à l'heure là pour préparer un liste parce que moi, je me compte en dans prison là, puis fort moun yo là, yo en détention préventive prolongée. Il y a moun yo 3 ans, 4 ans en prison là, ça aurait été volonté téléphone au bureau de Goumet. Mais je trouve commandant d'ici 24 à 48 heures pour me liste toutes mesdames ça yo. Moun pour me laguer, m'a laguer, moun pour me faire juger, m'a fait juger parce que n'est pas possible pour gagner en dans prison plus moun qui en détention préventive prolongée que moun qui condamné. Tout moun qui finit purger peine yo, c'est pour ti amende, pour ti je ne sais quoi yo été dans prison, m'a libéré. Mais si moun nan li condamné, c'est seulement versi qu'a fait. Le chef du parquet de la capitale a profité de cette visite à la prison pour femmes de Cabaret pour lancer officiellement à leur intention un programme de formation en couture, pâtisserie et cuisine ainsi qu'en informatique. Nous avons pris un formateur qui est avec nous là. Nous avons des médecins, docteur Facile, docteur André qui là, qui va assister mesdames en psychologie. Nous comprenons que des mesdames qui sont en prison, il y a besoin d'aide en psychologie. Nous avons un formateur en informatique qui là tout. Nous avons monsieur dame qui est responsable de couture, broderie, crochet. Nous voulons remercier d'une manière spéciale responsable de la prison de Somnan, commandant Evans Michel, avec toute équipe agent qui offre nous là un accueil des plus chaleureux. Commandant Mbabo Manti madame en place. Agent Cavo là madame en place. Situation difficile et compliquée. Une des prisonnières qui est sur le point d'être libérée pour avoir purgé sa peine a exprimé son intérêt pour la formation. Travail lié parce que là on sortit dans prison, il y a des dans prison sorti dans prison là. Bagarre dans tête granoville, qui ça va apprendre ses prochains macarons. Mais ça va pas faire mais apprendre pour faire informatique. Bon tout ça le dit là. Est-ce que on a des chances pour nous jouer sauf que m'a dit là subhana taala que pour apprendre ça qui est le maîtrise là nous pour nous maîtriser ça faire et ceci on apprend pour demain. Nous n'a fait du bien en pile pendant 21 mois. Au total, 237 femmes sont incarcérées à la prison civile de Cabaret selon des chiffres fournis par l'inspecteur Evans Michel, le responsable de la prison. Il a évoqué un manque d'effectifs au niveau du personnel pénitentiaire. Lovely Stanley Numa, Vision 2000.
Merci Lovely Stanley Numa. Par ailleurs, le chef du parquet de la capitale a annoncé l'organisation le 19 janvier prochain des funérailles d'une vingtaine de prisonniers décédés au pénitencier national. Ces derniers souffraient de la tuberculose, du sida et de la malnutrition. Le porte-parole du syndicat de transport terrestre haïtien Jacques Anderson Desroches dénonce une attaque d'individus armés dont il dit avoir été victime hier à Carrefour Chada au nord de la capitale alors qu'il venait d'effectuer une transaction bancaire. Le syndicaliste affirme que les malfrats lui ont volé 75 000 gourdes. Jacques Anderson Desroches se dit interpellé par le fait que les bandits qui circulaient à moto lui ont intimé l'ordre de leur verser le montant exact qu'il venait de tirer sur son compte. Il pense que les braqueurs seraient de mèche avec les employés de la banque et ont emporté l'affaire par devant les instances concernées et compétentes. Les déclarations du syndicaliste Jacques Anderson Desroches au micro de Léon Kercivil. Nous sommes dans BNC Kafouchada. 5 minutes après, bandit braquem et puis bandit au dit nous sommes près 15 000 $ entre la BNC. Effectivement, nous faisons une transaction sous chèque, de canne chèque dans poche, nous sommes près 15 000 $. On ça dérange la question. Si bandit a dit nous sommes la banque, je n'ai aucun problème. Il y en a qui sont dans la banque là. Mais là, il dit nous sommes près quantité comme ça. Son signe qui dit qu'on connivence entre les gens qui sont dans BNC et les gens qui sont bandits qui ferraillent dans la rue. Ça a été interpellé jeudi pour me dire deux bagages. On laxiste au niveau de l'État par rapport au niveau de la justice, commissaire gouvernement. L'autre monde qui a pris décision, quitter 3 personnes dans proximité de banque. C'est chauffeur moto dans proximité de banque, c'est des gens qui n'ont rien pour faire ça qu'a fait en termes de transaction. Deuxièmement, les gens qui travaillent dans la banque, c'est des gens qui ont des réseaux mafia, des réseaux volés dans le pays, et puis qui permettent qu'à victimes de malheureuses. Ça qui dérange maintenant, c'est que moi, je maman, et puis il y a les âmes sous moi. En tant que maman, ou madame qui est malade, et puis il y a les âmes pour dire, nous sommes 15 000 $, 75 000 gouttes. J'ai remis dans la 15 000 $ ici. Ou accusé et mon en de banque là, dans dossier ça. Est-ce que vous pas de monde qui t'a suivi ou bien pas de monde qui était au courant que tu as dans banque là? Non, pas de monde qui a au courant parce que moi-même ça te connais mieux. Et dans le transport, l'école, dans les activités, non banque là tout le temps. Mais mon ça qui dérange, c'est que pas de monde qui compte ça d'abord en termes de transaction. Les quantités comme moi t'as pas le prendre. Donc si les gars braquent me dit saute la banque, je n'ai aucun problème. Pas connaître des volets cap sur moi. Mais là les gars braquent me dit saute 15 000 $. On t'a dit comment faire connaître 15 000 $ me prend. Et je dis c'est parce que moi me parler dans la radio et télévision qui cause moins de dossiers. Le bon l'autre cas isolant dans le pays, devant BNCA, pour les motos, pour notre activité, et tout le monde a vaqué. Ou par contre, qui est-ce qui volait, qui est-ce qui va voler. Et avant, comme tu as 20 $, nous allons sécuriser ça là, directeur sécuriser ça là, pour une saisie d'NC centrale là. Donc, c'est le service contentieux pour demander, enquête, nous faisons, il a vécu des CPJ, nous saisissons le commissaire gouvernement qui a des bouquets autour de lui. Ou à quel niveau il a arrivé de couvrir mafia, à réseau volet quand de BNCA, qui a fait ça malhonnête ça. Madame, Monsieur, dans la deuxième partie du journal. Le président élu Jovenel Moïse s'est déjà entretenu avec plusieurs sénateurs. Le sénateur de l'Ouest, Jean-René Sénatus, qui lui a déjà rencontré, affirme que ces échanges avec le prochain chef de l'État avaient porté sur leur vision du pays et les actions à entreprendre pour améliorer les conditions d'existence de la population et mener le pays à bon port. Le sénateur Jean-René Sénatus au micro de Darbouz Figaro. Il rencontre avec un pile sénateur, il rencontre avec moi. Et non pas aller pour nous garder ça fait dans le pays. Parce que Jean ou même Darbouz, ou un gens découragé parfois, Jean pile jeune garçon, jeune fille, quitter le pays, pour y aller lever sac là, il a fait ici, mais il a levé le piton en Équateur, à Costa Rica, dans le pays Amérique du Sud, parce que qu'on est ici, il y a insécurité à n'importe quel moment, oui, il préfère à l'autre bout à le faire. Moi, je pense que le président a des potés tout lui-même, un fardeau. Et fardeau que le poté a, il partage ensemble avec nous. Moi, partage vision pas mieux avec le fardeau, pam, ensemble avec elle. Même l'autre sénateur ou fait, pour regarder ensemble comment nous sommes capables de conjuguer pour mener le pays au bon port. Qui, puis, grande mesure, au quoi, le prochain chef de l'État, il a supposé prendre pour le montrer, effectivement, il peut aller sous voie changement de dans la campagne. Moi-même, moi, dit, m'a conseiller président, et mon parler avec lui déjà sur ça, moi, il gagne le programme. Premier plus grand bien, plus grand cadeau que le fait payer, c'est recalibrer
reconsolider, si ou consolider déjà, camper et créer les principales institutions de l'État qui doivent permettre pays ça aller bien pour nous sortir dans l'instabilité. Je ne pas l'institution, je voulais parler de la famille. Premier bagage c'est la famille. Je dis, je pense qu'il faut que la famille ait une politique publique qui est appliquée en faveur. Parce que c'est anormal pour Timoun Nouyo jusqu'à présent livrer à eux-mêmes. Tant qu'on ne pas reconstituer la famille, nous ne pouvons jamais gagner les besoin pour constituer la société. Président Jovenel a gagné pour reconstituer la famille avec l'administration. Moi-même, je demande faut un ministère de la famille qui pour venir pour appliquer politique publique en matière de famille. C'est pas ça seulement. Après, pour nous monter CEP permanent, faut nous monter conseil constitutionnel là. Faut nous renforcer la cour de cassation et remplir la cour de cassation. C'est Bible a dit, la justice élève une nation. L'or blanc vin là, li pour haïtien la lavelle. Nous tout honte là, c'est parce que justice nous pas camper bien. L'injustice fait la honte de la nation. Eh bien, faut que nous dégager nous pour nous recamper. Justice là, pour sénateur Jean-Renel, qu'on est leur violer la loi, la même peine avec monsieur Dieu-si-bon. Dieu-si-bon qu'on est, leur violer la loi, la même peine avec président un tel ou présidente une telle. C'est ça qui va permettre au moins nous recalibrer pays nous et aller ces institutions yo, en passant par la famille. La ministre de la Condition féminine et aux droits des femmes, Marie-Denise Claude, a rencontré l'une des 4 femmes parlementaires hier vendredi dans les locaux du ministère. Il s'agit de la députée de Jérémy, Marie-Gladys Saint-Jean, lundi. Au fait, Marie-Denise Claude devait s'entretenir avec toutes les femmes parlementaires. 2 d'entre elles étaient en retard, alors que la 4e, la sénatrice du Nord, Dieudonne Luma-Étienne, participait, elle, à une séance au Grand Corps. Écoutez les déclarations de Marie-Denise Claude et Marie-Gladys Saint-Jean lundi au micro de Daphné Gédéon. Nous avons pu jusqu'à présent avoir 4 femmes au niveau du Parlement. Pour nous, c'est une grande victoire au niveau du secteur féminin, mais spécialement au niveau du ministère de la Condition féminine, parce que nous avons consenti beaucoup d'efforts pour vraiment accompagner la population et spécifiquement les femmes pour que nous ayons un Parlement avec un minimum de femmes. C'est qu'on aurait aimé en avoir beaucoup plus. Comme vous savez, elles étaient les 4 en deuxième tour et on a perdu une seule au niveau de la députation. On n'aurait pas dû perdre du tout. Le ministère là te prend des dispositions, que ce soit au niveau du gouvernement, pour nous assurer nous que te permettre de faire la discrimination positive dans le ça, parce que majorité mesdames nous t'es des garçons en face donc nous t'es capable de faire ça nous les discriminations positives pour nous demander population pour voter pour mesdames que permettre que nous te retirer 0 qui était en le Parlement. Jeudi nous gagnons 3 honorables députés et honorable sénatrice qui en a Parlement nous dit que c'est une petite victoire, mais pour le pays et au niveau du monde international, c'est quelque chose d'extrêmement important. Le ministère salue la victoire de ces honorables parlementaires femmes. Il faut continuer à les accompagner pour qu'ils fassent travail avec beaucoup d'efficacité, pour qu'ils aient des modèles au niveau du Parlement, parce que c'est ça que nous avons cherché, de proposer des modèles de la société pour l'autre femme qui a envie de faire politique, pour l'autre femme qui a entré dans le parti politique, parce que faut d'abord aux membres des partis politiques qui vous permettent que vous viennent candidat pour député, pour sénateur, pour magistrat, AZEC. Voilà le travail d'accompagnement que d'abord que le ministère de la Condition Femmes doit faire avec femmes, mais spécifiquement toute société en général, parce que affaires femmes, affaires jeunes, affaires handicapées sont questions de société. Nous-mêmes femmes, c'est pas facile pour que nous, en tant que mères de famille, femmes responsables, militantes et même féministes, pour que nous allons encourager la violence. Donc souvent, c'est comme si depuis une femme candidat, déjà, li commencé victime. Moi, je crois que c'était le plus gros engagement qu'on femme était capable pour le candidat. Victoire, moi, c'est pas seulement victoire de population jérémienne qui votait, mais c'est victoire ministère à la condition féminine. Moi, juste considérer que c'est non l'autre niveau, mal continuer faire travail ministère à la condition féminine. Que nous trois ça, nous prenons conjuguer force nous ensemble, nous prenons mettre tout savoir-faire nous, toute compétence nous ensemble pour que nous baillons nous. Le réseau d'action diplomatique pour le développement humain a dressé hier vendredi un tableau sombre de la situation économique du pays. Il s'inquiète de l'état catastrophique de l'économie nationale. Environ 3 mois après le passage de l'ouragan Matthew, le réseau invite en ce sens les acteurs nationaux et internationaux qui œuvrent dans la gestion post-Matthew à privilégier l'expertise locale et intégrer les victimes de la réalisation des projets d'urgence non encore exécutés
Ernst Turin est le coordonnateur général du réseau d'action diplomatique pour développement humain. Sa déclaration au micro de Michelot Xavier. Le réseau d'action diplomatique pour le développement humain invite les acteurs nationaux et internationaux qui œuvrent dans la gestion du cyclone Mathieu et de l'inondation survenue récemment au Cap-Haïtien de privilégier une approche de qualité dans toutes les phases de la gestion de ces deux catastrophes naturelles. Il les invite à faire usage de l'expertise locale et d'intégrer les victimes dans la réalisation des projets d'urgence non encore concrétisés dans les phases de réhabilitation et de reconstruction, car la meilleure façon d'aider les victimes est de les faire partie prenante des décisions et des travaux réalisés susceptibles de subvenir à leurs besoins et qui impacteront leur vie. Le réseau d'action diplomatique pour le développement humain invite aussi les acteurs nationaux et internationaux travaillant dans le cadre de développement en Haïti de considérer le taux de chômage dans ce pays. Les 800 000 personnes qui vivent avec moins de $2 par jour, le faible revenu de la majorité des travailleurs, la montée du taux du dollar américain afin de tenir et de faire tenir l'approche revenu équitable pour tous. Nous recommandons à l'État haïtien, au Conseil supérieur du salaire, au ministère des Affaires sociales et du Travail, aux ONG à caractère international, aux organisations internationales et autres d'accorder importance à ce qu'elles représentent comme organismes de développement afin de prendre position pour embrasser et faire embrasser l'approche revenu équitable. Car cette approche est l'idéal de plusieurs instances nationales et internationales qu'il ne faut pas trahir. Sur ce, nous interpellons le gouvernement haïtien à mettre de côté la logique selon laquelle les ONG et autres employeurs doivent tenir compte de la grille salariale de l'État. Car la grille salariale en Haïti est une grille salariale de misère, de pauvreté qui brise en fait la classe moyenne. Ceux qui ne transcendent pas pour pouvoir cautionner le bonheur ne doivent pas empêcher à d'autres de le faire. Car ceux qui ne travaillent pas en Haïti vivent par la solidarité de ceux qui travaillent. La misère cautionne le vol, la prostitution, la délinquance et des menaces pour tous. À l'égard d'une telle vue, le réseau d'action diplomatique pour le développement humain recommande donc aux organismes employeurs de prendre des dispositions diligentes, urgentes, équilibrées et concertées pour éradiquer le mal découlant du revenu non équitable et indécent. Plus de 3 mois après le passage de l'ouragan Mathieu, le coordonnateur de l'association des personnes handicapées de la Grand'Anse, Paul Balmire, continue de dénoncer la mauvaise gestion, la mauvaise distribution de l'aide post-Mathieu dans ce département qui a été durement frappé. Il en appelle à la compréhension du gouvernement en vue de permettre aux personnes handicapées de bénéficier de l'aide destinée aux personnes les plus vulnérables de ce département. Les propos de Paul Balmire la guerre au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé-Macéus. Nous senti nous exclus parce que, surtout après le passage du cyclone Mathieu, il y a des associations qui bénéficient, qui choisissent pour association par eux, nous-mêmes, nous pas bénéficié en rien. Nous obligés de passer matin à la radiovision 2000, juste pour nous capables de faire un décret nous, parce que nous pas comprendre ça qui passe exactement, malgré nous paraît chita. Comme la poule, picor pousser. Moi, je ne cesse pas de picorer pour mes membres. Ça veut dire, ou Gaëtan, tu commencé à mener des démarches pour capable joindre l'audio exclu là qui est ce gouvernement. Ou tu habitué à mener des démarches déjà avant de venir dans la radiovision 2000? Les moins dit exclu, c'est parce que en Dambirou, handicapé et le département Grand'Anse, c'est coordonnateur même parce que il y a 3 associations handicapées en dedans ville là, il y a des qui fait distribution pour eux, nous-mêmes nous pas bénéficier. Et là moi fait démarche c'est parce que nous la mairie, nous chita avec protection civile, nous chita avec la Croix-Rouge, nous à TED, nous CARE et puis nous OIM tout. Chaque monde ça côté mouvement yo référé à coordonnateur départemental là. Les coordonnateur il dit que depuis le passage du cyclone Mathieu, il pas jamais recevoir rien pour mon handicapé. Donc étant donné que nous sur le terrain, les regarder membre yo abdomi à la belle étoile, ça que je viens de 3 vieux mon tol du couvre sous caillou la pluie venir la pluie a mouiller puisque moi-même c'est coordonnateur obligé en clair qui ça va demander pour mon qui fait partie de l'association ça. M'a demandé gouvernement et nèg privé moun cap coordonner aide dans le département Grand'Anse d'une façon spéciale pour faire penser à Afaga à PHAGA parce que gen des Afaga dans ville là car on entend de la radio côté yo dit aide la rentrée dans le département c'est pour les personnes les plus vulnérables et voilà distribution par arrivé bon côté nous gagnons un agent OIM c'est monsieur Didley, je ne sais pas signature, qui devient chita avec nous. Il te fait me prendre un paquet de famille,
non famille ça yo m'te porté dans bureau au IM château les m'rivé yo dit le pas château encore pas tout lié m'te le dit le dit yo te le dit ça mais depuis en fin d'octobre tout le monde le dit le téléphone dans son nez sans réponse il va jamais prendre alors nous yo toujours après le président et ça cap passer gen moun qui cap chichoter en bas est-ce que c'est bagay yo m'joine prend. Lors de la 13e édition de son programme baptisé Vendredi de la population, la secrétairerie d'État à la population a organisé une journée de sensibilisation sur les désastres naturels. Plusieurs personnalités, dont le directeur général du Bureau des mines et de l'énergie, l'ingénieur géologue Claude Prepti, ont pris part à cette activité. L'objectif était de réfléchir sur la vulnérabilité du pays 7 ans après le séisme du 12 janvier 2010. Guy Girard Georges, le secrétaire d'État à la population, écoutez ses déclarations au micro de Michelot Xavier. C'est 13e édition de Vendredi Population qui c'est une initiative de Bureau secrétaire d'État à la population de concert avec le ministère de tutelle, ministère de la Santé publique. Mais je dis c'est 13 janvier, donc 12 janvier 2010, 12 janvier 2017, ça fait 7 ans depuis que le pays d'Haïti était frappé par une pigrou tragédie, catastrophe naturelle, quel que soit non comptable balia, que nous-mêmes génération qui vivent là, nous pas de connaître, même si le pays d'Haïti était frappé déjà par tremblement de terre, nous pas de gagné tremblement de terre déjà. Nous-mêmes en dans génération qui a vivre pour hier. Il y a des gens qui vivent ces tremblements de terre ça qui fait le perdre un bras, perdre un pied. 7 ans après, qui ça qui fait. Le gouvernement dans son ensemble décidé que 12 janvier qu'on n'y a pas arrêté, c'est une journée de réflexion que la pièce chaque 12 janvier, mais pas réfléchir sur le monde qui mourit, mais réfléchir sur quelle situation n'a vivre. Donc au niveau de secrétaire d'État à la population, nous pensons que c'est juste le vendredi population ça pour nous faire une journée de sensibilisation, inviter des groupes d'étudiants, inviter un pile l'autre monde qui convient dans vendredi population, faire experts venir, par exemple nous avons monsieur ingénieur Prepti qui là, nous avons ingénieur Bertrand qui est même là, capable non seulement poser problème, non, parce que jusqu'à une heure pendant qu'on a parlé, nous pas sorti de ça nous hier. Et si un tremblement de terre qui passait, nous avons un peu le monde mourir toujours. Parce qu'il y a des dispositions qui pour prendre. Ouais, au niveau de la mairie, il y a demandé coup de main. Parce que le conseil de CAI que le ministère des Travaux publics te mettait en rouge. Je ne veux dire, moun habiter là-dedans. Donc, c'est ça que fait, nous dit journée de sensibilisation, ça. Nous invitons des gens pour venir poser des questions, pour eux-mêmes, faire des approches sous affaire tremblement de terre qui était frappé le 12 janvier 2010. Il y a un peu de secteur qui fait qu'on est, c'est après, pas d'un fait sous façon où on a construit. Donc, après, campagne de sensibilisation qu'a fait dans le niveau vendredi population, qui ça, nous mettons en perspective dans le niveau de l'État pour nous empêcher forme de construction anarchique, ça. Je dis à suivi de l'État, c'est bagaille qui doit primer, parce que son gouvernement de transition qui peut remplacer par un gouvernement élu. Et je veux dire, c'est le rôle des maires, le rôle des mairies pour contrôler qui genre construction a fait. Parce que de façon très anarchique, nous nous levons matin, nous mettons 2-3 blocs, les construisons un caille. 2-3 jours va passer, nous mettons l'autre sous les. Et puis après ça, on entend des cailles ça effondrer. Même le vague tremblement de terre. Nous pensons que non seulement c'est rôle magistral, mais il faut magistral tout gagner coup de main de ministère qui concernait, nous plus parler de ministère Travaux publics. Et ministère Travaux publics, tout le besoin de coup de main l'État. Donc c'est ça que fait, nous-mêmes, là, nous avons fait sensibilisation, nous avons poussé, même dans l'État que nous y a, que il y a des dispositions qui prennent. Lancement hier à l'hôtel Montana du projet de soutien au développement des matériels didactiques en mathématiques pour l'apprentissage des élèves, une initiative du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle supportée par l'agence japonaise de coopération internationale. Ce projet triennal vise à améliorer l'apprentissage et l'enseignement des mathématiques dans le département du Centre par le développement et l'introduction des matériels didactiques adaptés, compte rendu Marie-André Bélange. Financé à hauteur d'environ $1 million par l'agence japonaise de coopération internationale, ce projet qui sera réalisé en 2 phases sera mis en œuvre dans 2 communes du département du Centre, à savoir Hinche et Mirebalais. La première phase touchera 12 écoles publiques et non publiques, pas moins de 3 777 élèves, 76 enseignants et 20 personnels d'encadrement en bénéficieront. La deuxième phase concernera 35 295 élèves, 666 enseignants, 44 inspecteurs
et 153 écoles du niveau fondamental. Prenant la parole en la circonstance, le directeur du ministère de l'Éducation nationale a surtout mis l'accent sur l'importance de ce projet, appelant toutes les directions techniques concernées à fournir un appui sans faille à son implémentation. Louis-Marie Cador. L'initiative sera mise en œuvre dans le département du Centre. Ils ont en 2 phases. Cette première phase pilote avec 12 écoles, 76 enseignants comme bénéficiaires directs, 20 personnels d'encadrement et un effectif de 3777 élèves, dont 1697 garçons et 2080 filles. Les 12 écoles seront donc des écoles publiques et non publiques dans le sous-secteur fondamental. C'est pour nous un projet très important à 3 niveaux. D'abord, au niveau pédagogique, au niveau éducatif globalement global, si vous me permettez, et puis au niveau économique. Intervenant lors du lancement de ce projet pilote, le directeur régional de l'Agence japonaise de coopération internationale, Osamu Hasegawa, a dit beaucoup attendre en termes de résultats. La coopération haïtiano-japonaise dans le secteur éducatif était limitée jusqu'à présent à l'accueil des participants haïtiens aux différentes formations au Japon. Ce présent projet essaie de coopération technique en éducation qui ne pourront le croire attendre les résultats escomptés. Le directeur départemental de l'éducation du centre, Muller-Julcin, s'est réjoui de cette initiative consacrée à sa région. Selon lui, ce projet traduit la volonté du MNFP et ses partenaires de travailler en synergie et conjuguer leurs efforts pour parvenir à une éducation de qualité en Haïti. Le lancement de ce matin traduit notre volonté de travailler en synergie, de conjuguer nos efforts pour une éducation de qualité en Haïti. Parce que le développement de notre cher Haïti, autrefois appelé la perle des Antilles, passera inévitablement par l'éducation qui est un processus de transmission de savoir, de pratiques culturelles et culturelles de nos ancêtres. Ce projet, dont la gestion est confiée à la direction de l'enseignement fondamental du MNFP, assistée de la direction de la qualité et de la direction de la formation et de perfectionnement, s'inscrit dans le cadre des actions visant à améliorer la qualité de l'éducation en Haïti. Marie-André Bélange, Vision 2000. Merci Marie-André. Signature hier d'un protocole d'accord entre la Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-panaméenne et le Centre de formation et de développement économique. Cet accord permettra aux étudiants finissant en gestion des PME et autres études connexes de développer un plus grand intérêt pour le monde des affaires. L'ambassadeur du Panama accrédité en Haïti, Xiomara Pérez, et la présidente de la CCIHP, Sandra Beauville, n'ont pas caché leur satisfaction. Écoutez tout à tort les déclarations de Sandra Beauville et de Xiomara Pérez au micro de Michel Xavier. La Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-panaméenne a été créée en juillet 2015. L'objectif est de renforcer le secteur des affaires, surtout qui tient ses affaires, son commerce avec le Panama. L'accent a été mis dans un premier temps sur le secteur dit informel qui se transforme depuis plusieurs années en un marché plus régulier et formel. Mais depuis 18 mois, la Chambre s'évertue à découvrir des opportunités d'affaires au Panama en organisant des missions lors des grands événements comme Expo Commerce et Pour Invest. Au su des analyses effectuées et des rencontres avec les différents intéressés, la Chambre a lancé ce programme de rapprochement du secteur des affaires et du secteur universitaire, dans le but d'encourager les hommes et les femmes d'affaires de ce secteur à optimiser leur performance en gestion des PME, en s'initiant aux études supérieures et de développer chez les étudiants finissants en gestion des PME et autres études connexes un intérêt mieux défini pour le monde des affaires. Dans ce protocole que nous signons aujourd'hui, que la Chambre signe avec le CFDE, la Chambre vous offre l'opportunité de devenir membre avec un membership à votre portée. Je suis très honorée d'être ici et prendre la parole dans cette importante cérémonie de signature du protocole et de l'accord entre la Chambre de commerce Haïti-Panama et le Centre de formation et développement économique. Ce protocole d'accord, sans doute,
permettra aux étudiants d'acquérir les connaissances nécessaires sur le monde des affaires locales et internationales. L'ambassade de Panama en Haïti félicite la Chambre et le centre de formation qui vient de pour ces ponts, ces liaisons qui viennent de se créer entre le secteur universitaire et le monde des affaires à travers de la Chambre, que je suis sûr forgera l'intérêt un peu plus profond pour le monde des affaires et ouvrira des opportunités à niveau des études. Et je suis sûr que ça va vous ouvrir les portes et les choix à niveau professionnel. De son côté, le président du conseil d'administration du Centre de formation et de développement économique, Georges Brunet, a remercié la CCIHP pour son support. Il a promis de mettre tout en œuvre afin de permettre aux étudiants finissants de bien saisir cette opportunité. Nous l'écoutons. L'idée, c'était de voir comment on peut créer une symbiose de manière à faire bénéficier nos étudiants, les étudiants de l'université. Bénéficier comment? Parce que ils sont là, ils reçoivent une formation de qualité. Nous sommes une université qui offre des programmes en cycle universitaire, premier degré. Nous offrons une licence de 4 ans, un diplôme en 2 ans, dans diverses disciplines. Nous avons toujours voulu faire bénéficier, mais en même temps maximiser l'apprentissage de nos étudiants. Et nous autres, en tant qu'espace de savoir, espace du savoir-faire, eh bien, combien on est confortable d'établir un partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-panaméenne. Nous nous sentons énormément privilégiés pour la confiance que la Chambre de commerce haïtiano-panaméenne a placée en nous. Et j'estime que le fait par le CFDE d'être affilié au DAA, qui est le Development Assistance and Associates, je pense que nous représentons le partenaire idéal pour la CCIHP. La plateforme des organisations haïtiennes des droits humains déplore le fait que très peu d'efforts aient été effectués en 2016 pour protéger les droits des citoyens en Haïti. Le responsable de programme au sein de cette structure, Jean-Félix Roosevelt, cite notamment les droits socio-économiques et culturels. Il dit espérer que le prochain gouvernement mettra tout en œuvre en vue de faire respecter les droits des Haïtiens. Et écoutez les déclarations de Jean-Félix Roosevelt au micro de Daphné Gédéon. L'année 2016, c'est une année qui a plusieurs événements, qui a des incidences et des conséquences très néfastes sur les droits économiques, sociaux et culturels. Si nous apprenons par exemple question droit à la santé, on est genre question infrastructure sanitaire, une situation très précaire dans des pays, comment santé dans des pays sont une situation qui vraiment est critique, mais l'année 2016 là, le système de santé a été fait face avec une grosse crise, ça a déclaré une grève dans presque tout l'hôpital public. Et la situation ça a eu des incidences graves sur la population, côté que il était même arrivé à des gens qui étaient décédés à cause de ne pas joindre soins de santé. Mettez sur ça, il y a une question choléra, lui-même qui participe de travail dans la société haïtienne. Si nous prenons sur la question de droit à l'alimentation, pendant l'année 2016, nous sommes capables de dire que la situation mangeante de pays, c'est une situation qui était vraiment grave. Depuis le début de l'année qui était passé pendant l'année dernière, des phénomènes El Niño qui sont gros sécheresses qui étaient frappés dans les productions agricoles et dans plusieurs départements du pays. Mais il y a en même temps plusieurs inondations qui ont commencé à frapper la question de production manger dans le pays. Le CNSA, qui est le Conseil de coordination nationale pour la sécurité alimentaire, a fait une prévision côté que dans la prévision ça a été estimé qu'il y a 3,6 millions de monde qui sont dans l'insécurité alimentaire et 1,5 million de monde qui sont dans une situation alimentaire très critique. Ça veut dire de monde qui sont dans un goût. Mettez sous ça, nous ne pouvons pas ignorer la question de dépréciation et goût là par rapport au dollar américain. Toujours on travaille plusieurs institutions pour FAO, CNSA et PAM de fait, ou bien 75% de monde qui vivent avec moins passé $2 américains par jour. C'est une situation qui est vraiment grave et c'est une situation qui fait que nous ne sommes pas capables de vraiment manger, gens pour manger. Il y a en même temps d'autres catastrophes, tant pour le cyclone Mathieu, lui-même qui mettait à genoux, ça n'a pas de production agricole dans le grand sud pays. Et après le cyclone, même CNSA a toujours une estimation côté qui montre qu'il y a près de 806 000 personnes qui ont besoin d'aide alimentaire. C'est une situation qui était vraiment critique pendant l'année 2016. Sur question droit à l'éducation, il y a plusieurs événements, tant pour des manifestations, il y a une grève des enseignants qui ont revendiqué une meilleure condition de travail. De l'école, bien entendu, qui est dans le programme SIGO et qui va recevoir des fonds et de programmes ça pour
capables de payer l'école. En plus de ça, il y a une crise dans l'université, côté qu'il y a plusieurs étudiants eux-mêmes qui étaient en otage, nous sommes capables de brûler comme ça, et le rectorat universitaire. Mais en même temps, il y a un grand sud qui lui-même par rapport avec la question cyclone Mathieu, qui crase ça carrelé un paquet d'infrastructures scolaires qui fait jusqu'à maintenant, il y a un petit monde qui n'est pas capable de retourner à l'école. Bon, sous le plan environnemental, Haïti est un pays qui est très vulnérable par rapport à catastrophes naturelles. Et il y a plusieurs catastrophes, bien entendu, qui ont frappé le pays pendant l'année. Une catastrophe, c'est le cyclone Mathieu, qui lui-même mettait à nous la vulnérabilité pays. Parlement, parce que c'est ça que nous avons cherché, de proposer des modèles de la société pour l'autre femme qui a fait politique, pour l'autre femme qui a entré dans le parti politique, parce que il faut d'abord aux membres des partis politiques qui vous permettent que vous viennent candidat pour député, pour sénateur, pour magistrat, Kazek. Voilà le travail d'accompagnement que d'abord que le ministère des Conditions Femmes de faire avec femmes, mais spécifiquement toute société en général, parce que affaires femmes, affaires jeunes, affaires handicapées sont questions de société alliée. Nous-mêmes femmes, c'est pas facile pour que nous, en tant que mères de famille, femmes responsables, militantes et même féministes, pour que nous allons encourager la violence. Donc souvent, c'est comme si depuis une femme candidat, déjà, lui commençait victime. Moi, je crois que c'était le plus gros engagement qu'on femme était capable pour le candidat. Victoire, moi, ce n'est pas seulement victoire de population jérémienne qui votait, mais c'est victoire ministère à la condition féminine. Moi, juste considérer que c'est non l'autre niveau, mal continuer faire travail ministère à la condition féminine. Que nous trois, ça, nous prenons conjuguer force nous ensemble, nous prenons mettre tout savoir-faire nous, toute compétence nous ensemble pour que nous baillons, nous. Le réseau d'action diplomatique pour le développement humain a dressé hier vendredi un tableau sombre de la situation économique du pays. Il s'inquiète de l'état catastrophique de l'économie nationale. Environ 3 mois après le passage de l'ouragan Mathieu, le réseau invite en ce sens les acteurs nationaux et internationaux qui œuvrent dans la gestion post-Mathieu à privilégier l'expertise locale et intégrer les victimes de la réalisation des projets d'urgence non encore exécutés. Ernst Turin est le coordonnateur général du réseau d'action diplomatique pour le développement humain. Sa déclaration au micro de Michelot Xavier. Le réseau d'action diplomatique pour le développement humain invite les acteurs nationaux et internationaux qui œuvrent dans la gestion du cyclone Mathieu et de l'inondation survenue récemment au Cap-Haïtien de privilégier une approche de qualité dans toutes les phases de la gestion de ces 2 catastrophes naturelles. Il les invite à faire usage de l'expertise locale et d'intégrer les victimes dans la réalisation des projets d'urgence non encore concrétisés dans les phases de réhabilitation et de reconstruction, car la meilleure façon d'aider les victimes est de les faire partie prenante des décisions et des travaux réalisés susceptibles de subvenir à leurs besoins et qui impacteront leur vie. Le réseau d'action diplomatique pour le développement humain invite aussi les acteurs nationaux et internationaux travaillant dans le cadre de développement en Haïti de considérer le taux de chômage dans ce pays. Les 800 000 personnes qui vivent avec moins de $2 par jour, le faible revenu de la majorité des travailleurs, la montée du taux de dollar américain afin de tenir et de faire tenir l'approche revenu équitable pour tous. Nous recommandons à l'État haïtien, au Conseil supérieur du salaire, au ministère des Affaires sociales et du Travail, aux ONG à caractère international, aux organisations internationales et autres d'accorder importance à ce qu'elles représentent comme organismes de développement afin de prendre position pour embrasser et faire embrasser l'approche revenu équitable. Car cette approche est l'idéal de plusieurs instances nationales et internationales qu'il ne faut pas trahir. Sur ce, nous interpellons le gouvernement haïtien à mettre de côté la logique selon laquelle les ONG et autres employeurs doivent tenir compte de la grille salariale de l'État, car la grille salariale en Haïti est une grille salariale de misère, de pauvreté, qui brise en fait la classe moyenne. Ceux qui ne transcendent pas pour pouvoir cautionner le bonheur ne doivent pas empêcher à d'autres de le faire, car ceux qui ne travaillent pas en Haïti vivent par la solidarité de ceux qui travaillent. La misère cautionne le vol, la prostitution, la délinquance et des menaces pour tous. À l'égard d'une telle vue, le réseau d'action diplomatique pour le développement humain recommande donc aux organismes employeurs de prendre des dispositions diligentes, urgentes, équilibrées et concertées pour éradiquer le mal découlant du revenu non équitable et indécent. Plus de 3 mois après le passage de l'ouragan Mathieu, le coordonnateur de l'association des personnes handicapées de la Grand'Anse, Paul Balmire, continue de dénoncer la mauvaise gestion, la mauvaise distribution de l'aide post-Mathieu dans ce département qui a été durement frappé. Il en appelle à la compréhension du gouvernement en vue de permettre aux personnes handicapées de bénéficier de l'aide destinée aux personnes les plus vulnérables de ce département. Les propos de Paul Balmire
la guerre au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé Macéus. Nous senti nous exclus parce que, surtout après le passage du cyclone Mathieu, il y a des associations qui bénéficient, qui choisissent pour association par eux, nous-mêmes, nous pas bénéficié de rien. Nous obligés de passer matin à la Radio Vision 2000, juste pour nous capables de faire un décret nous, parce que nous pas comprendre ce qui passe exactement, malgré nous paraît chita. Comme la poule, picor, pousser. Moi, je ne cesse pas de picorer pour mes membres. Ça veut dire, ou Gaëtan, tu as commencé à mener des marches pour capable joindre l'audio exclu là qui est ce gouvernement. Ou tu habitué à mener des marches déjà avant de venir dans la Radio Vision 2000? Les mots dit exclu, c'est parce que en Dambirou, handicapé et le département Ganderslan, c'est coordonnateur même parce que il y a 3 associations handicapées en dedans ville là, il y a des qui fait distribution pour eux, nous-mêmes nous pas bénéficier. Et là moi fait démarche c'est parce que nous la mairie, nous chita avec la protection civile, nous chita avec la Croix-Rouge, nous Acted, nous CARE et puis nous OIM tout. Chaque monde sa côté mouvement yo référé à coordonnateur départemental là. Les coordonnateur, il dit que depuis le passage du cyclone Mathieu, il pas jamais recevoir rien pour mon handicapé. Donc étant donné que nous sur le terrain, les regarder membre yo abdomi à la belle étoile, ça que je des 3 vieux mon tol lui couvre sous caillou la pluie venir la pluie a mouiller puisque moi-même c'est coordonnateur obligé en clair qui ça va demander pour mon qui fait partie de l'association ça. M'a demandé gouvernement et nèg privé moun cap coordonner aide dans le département Grand Anse d'une façon spéciale pour faire penser à Afaga à PHAGA parce que gen des Afaga dans ville là car on entend de la radio côté yo dit aide la rentrée dans le département c'est pour les personnes les plus vulnérables et voilà distribution par arrivé bon côté nous gagne un agent OIM c'est monsieur Didlé m'a connait signature qui devient chita avec nous il te fait me prendre non un paquet de famille non famille ça yo m'te porter dans bureau OIM château les m'rivé yo Didlé par château encore pas tout lié m'te le Didlé dit yo te le dit ça mais depuis fin d'octobre tout le monde le Didlé téléphone dans son nez sans réponse il va jamais prendre alors nous yo toujours après le président et ça cap passer gen moun qui cap chichoter en bas est-ce que c'est bagay yo m'joine prend. Lors de la 13e édition de son programme baptisé Vendredi de la population, la secrétairerie d'État à la population a organisé une journée de sensibilisation sur les désastres naturels. Plusieurs personnalités, dont le directeur général du Bureau des mines et de l'énergie, l'ingénieur géologue Claude Prepti, ont pris part à cette activité. L'objectif était de réfléchir sur la vulnérabilité du pays 7 ans après le séisme du 12 janvier 2010. Guy Girard Georges, le secrétaire d'État à la population, écoutez ses déclarations au micro de Michelot Xavier. C'est 13e édition de Vendredi Population qui c'est une initiative de Bureau secrétaire d'État. Une transaction bancaire, le syndicaliste affirme que les malfrats lui ont volé 75 000 gourdes. Jacques Anderson Desroches se dit interpellé par le fait que les bandits qui circulaient à moto lui ont intimé l'ordre de leur verser le montant exact qu'il venait de tirer sur son compte. Il pense que les braqueurs seraient de mèche avec les employés de la banque et ont emporté l'affaire par devant les instances concernées et compétentes. Les déclarations du syndicaliste Jacques Anderson Desroches au micro de Léon Kercivil. Nous sommes dans BNC Kafouchada. 5 minutes après, bandit braquem et puis bandit dit nous sommes près 15 000 $ entre la BNC. Effectivement, nous faisons une transaction sous chèque, de quelqu'un chèque dans poche, nous sommes près 15 000 $. On ça dérange la question. Si moi je dis nous la banque, je n'ai aucun problème. Il y en a qui dans la banque là. Mais là, il dit nous sommes une quantité comme ça. Son signe qui dit qu'on connivence entre monde qui dans BNC yo et monde qui se bandit qui ferraille dans la rue. Ça a interpellé je dis pour me dire deux bagages. On laxisme au niveau de l'État par rapport au niveau de la justice, commissaire gouvernement. L'autre monde qui a pris décision quitter 3 personnes dans proximité de banque. C'est chauffeur moto dans proximité de banque, c'est des gens qui n'ont rien pour dans ça qu'a fait en termes de transaction. Deuxièmement, les gens qui travaillent dans la banque, c'est des gens qui ont des réseaux mafia, des réseaux volés dans le pays, et puis qui permettent qu'à victimes de malheureuses. Ça qui dérange maintenant, c'est que moi, ta maman, et puis il y a les âmes sous moi. En tant que maman, ou madame qui est malade, et puis il y a les âmes pour dire, nous sommes 15 000 $, 75 000 gouttes. J'ai remis dans la 15 000 $ ici. Accusé et moun en banque là. Est-ce que vous pas de monde qui t'a suivi ou bien pas de monde qui était au courant que tu as dans banque là? Non, pas de monde qui est au courant parce que moi-même ça te connais mieux. Et dans le transport, l'école, dans les activités, non banque là tout le temps. Mais mon ça qui dérange, c'est que pas de monde qui compte ça dans le terme de transaction. Les quantités comme moi t'as pas le prendre. Donc
si les gens braquent, ils disent que la banque, je n'ai aucun problème. Je connais des volets qui suivent moi. Mais là, les gens braquent, ils disent que 15 000 $. Comment faire qu'on ait ces 15 000 $, M. Président? Et je dis, c'est parce que moi, je parle dans la radio et la télévision, qui cause moins de dossiers. Le bon l'autre cas isolant dans le pays, devant BNCA, pour les motos, pour notre activité, et tout le monde a vaqué. Ou par contre, qui est-ce qui volait, qui est-ce qui va voler? Et avocat d'avant d'heure, nous allons sécuriser la directeur de sécurité pour une saisie d'NC centrale. Donc, c'est le service contentieux pour demander l'enquête. Nous faisons avec des CPJ. Nous saisissons le commissaire gouvernement qui a des bouquets autour de lui. Ou à quel niveau il a arrivé à découvrir mafia à cause de voler quand des BNCA, qui a fait ça malhonnête. Madame, Monsieur, dans la deuxième partie du journal. Le président élu Jovenel Moïse s'est déjà entretenu avec plusieurs sénateurs. Le sénateur de l'Ouest, Jean-René Senatus, qui lui a déjà rencontré, affirme que ces échanges avec le prochain chef de l'État avaient porté sur leur vision du pays et les actions à entreprendre pour améliorer les conditions d'existence de la population et mener le pays à bon port. Le sénateur Jean-René Senatus au micro de Darbouz Figaro. Il rencontre avec un pile sénateur, il rencontre avec moi. Et non pas aller pour nous garder ça dans le pays. Parce que Jean ou même Darbouz, ou un gens découragé parfois, Jean pile jeune garçon, jeune fille, quitter le pays, pour y aller lever sac là, il a fait ici, mais il a levé le piton en Équateur, à Costa Rica, dans le pays Amérique du Sud, parce que qu'on est ici, il y a insécurité à n'importe quel moment, oui, je préfère à l'autre bout à le faire. Moi, je pense que le président a des potés tout lui-même, un fardeau. Et fardeau que le poté a, il partage ensemble avec nous. Moi, partage vision pas mieux avec le fardeau, pam, ensemble avec elle. Même l'autre sénateur ou fait, pour nous garder ensemble comment nous sommes capables de conjuguer pour mener le pays au bon port. Qui, puis, mesure au quoi, le prochain chef de l'État, il a supposé prendre pour le montrer effectivement, il peut aller sous voie changement de pour dans la campagne. Moi-même, moi, dit, m'a conseiller président et m'ont parlé avec lui déjà sur ça, moi, il gagne le programme. Premier plus grand bien, plus grand cadeau que le fait payer, c'est recalibrer, reconsolider si ou consolider déjà, camper et créer les principales institutions de l'État qui doivent permettre de payer ça aller bien pour nous sortir dans l'instabilité. Je ne vais pas parler d'institutions, je voulais parler de la famille. Premier bagage, c'est la famille. Je dis, je pense qu'il faut que la famille ait une politique publique qui est appliquée en faveur. Parce que c'est anormal pour Timoun jusqu'à présent livrer à eux-mêmes. Tant qu'on ne pas reconstituer la famille, nous ne pouvons jamais gagner les besoin pour constituer la société. Président Jovenel a gagné pour reconstituer la famille avec l'administration. Moi-même, il faut un ministère de la famille qui pour venir, pour appliquer politique publique en matière de famille. C'est pas ça seulement. Après, pour nous monter CEP permanent, faut nous monter conseil constitutionnel là. Faut nous renforcer la cour de cassation et remplir la cour de cassation. C'est Bible a dit, la justice élève une nation. L'or est blanc vin là, li pour haïtien la lavelle. Nous tout route là, c'est parce que justice nous pas camper bien. L'injustice fait la honte de la nation. Eh bien, faut que nous dégager nous pour nous recamper. Justice là, pour sénateur Jean-Renel, qu'on est leur violer la loi, la même peine avec monsieur Djessibon. Djessibon qu'on est, leur violer la loi, la même peine avec président un tel ou présidente une telle. C'est ça qui va permettre au moins de recalibrer pays nous et aller ces institutions en passant par la famille. La ministre de la Condition féminine et aux droits des femmes, Marie-Denise Claude, a rencontré l'une des 4 femmes parlementaires hier vendredi dans les locaux du ministère. Il s'agit de la députée de Jérémy, Marie-Gladys Saint-Jean, lundi. Au fait, Marie-Denise Claude devait s'entretenir avec toutes les femmes parlementaires. 2 d'entre elles étaient en retard, alors que la 4e, la sénatrice du Nord, Dieudonne Luma-Étienne, participait, elle, à une séance au Grand Corps. Écoutez les déclarations de Marie-Denise Claude et Marie-Gladys Saint-Jean lundi au micro de Daphné Gédéon. Nous avons pu jusqu'à présent avoir 4 femmes au niveau du Parlement. Pour nous, c'est une grande victoire au niveau du secteur féminin, mais spécialement au niveau du ministère de la Condition féminine, parce que nous avons consenti beaucoup d'efforts pour vraiment accompagner la population et spécifiquement les femmes pour que nous ayons un Parlement avec un minimum de femmes. C'est qu'on aurait aimé en avoir beaucoup plus. Comme vous savez, elles étaient les 4
en deuxième tour et on a perdu une seule au niveau de la députation. On n'aurait pas dû perdre du tout. Le ministère là te prend des dispositions, que ce soit au niveau du gouvernement, pour nous assurer nous que te permettre de faire la discrimination positive dans fois ça, parce que majorité mesdames nous t'es des garçons en face, donc nous t'es capable de faire ça, nous les discriminations positives pour nous demander population pour voter pour mesdames que permettre que nous te retirer 0 qui était en le parlement. Jeudi nous gagnons 3 honorables députés et 1 honorable sénatrice qui en le parlement. Nous dit que c'est une petite victoire, mais pour le pays et au niveau du monde international, c'est quelque chose d'extrêmement important. Que le ministère salue la victoire de ces honorables parlementaires femmes. Il faut continuer à les accompagner pour qu'ils fassent travail avec beaucoup d'efficacité, pour qu'ils aient des modèles au niveau du Parlement. Population de concert avec le ministère de tutelle, ministère de la Santé publique. Mais je dis c'est 13 janvier. Donc 12 janvier 2010, 12 janvier 2017, ça fait 7 ans depuis que le pays d'Haïti était frappé par une pigoure, tragédie, catastrophe naturelle, quelque chose non comptable balia, que nous-mêmes, génération qui vivent là, nous pas de connaître. Même si le pays d'Haïti était frappé déjà par tremblement de terre, nous pas gagné tremblement de terre déjà. Nous-mêmes, en dans génération qui a vivre pour hier. Il y a des gens qui vivent ces tremblements de terre ça qui fait le perdre un bras, perdre un pied. C'est après qui ça qui fait. Le gouvernement dans son ensemble décidé que 12 janvier qu'on n'y a pas arrêté, c'est une journée de réflexion que la pièce chaque 12 janvier, mais pas réfléchir sur le monde qui mourit, mais réfléchir sur quelle situation n'a vivre. Donc au niveau de secrétaire d'État à la population, nous pensons que c'est juste le vendredi population ça pour nous faire une journée de sensibilisation, inviter des groupes d'étudiants, inviter un pile l'autre monde qui convient dans vendredi population, faire expert venir, par exemple nous avons monsieur ingénieur Prepti qui là, nous avons ingénieur Bertrand qui est même là, capable non seulement poser problème, non, parce que jusqu'à une heure pendant que nous avons parlé, nous pas sorti de ça nous hier. Et si un tremblement de terre qui passait, nous avons un peu le monde mourir toujours. Parce qu'il y a des dispositions qui pour prendre. Ouais, au niveau de la mairie, il y a demandé coup de main. Parce que le conseil de CAI que le ministère des Travaux publics te mettait en rouge, je ne veux dire, mon habité là-dedans. Donc c'est ça que fait, nous dit journée de sensibilisation ça, nous inviter des gens pour venir poser des questions, pour eux-mêmes faire des approches sous affaires tremblement de terre qui étaient frappé le 12 janvier 2010. Il y a un secteur qui fait qu'on est c'est après pas d'un fait sous façon mon a construit. Donc après campagne de sensibilisation qu'a fait dans le niveau vendredi population qui ça nous mettait en perspective dans le niveau l'État pour nous empêcher forme de construction anarchique ça. Je dis à suivi de l'État c'est bagaille qui doit primer parce que son gouvernement de transition qui peut remplacer par un gouvernement élu. Et je dis c'est le rôle des maires, le rôle des mairies pour contrôler qui genre construction a fait. Parce que de façon très anarchique, nous nous levons matin, ils mettent 2-3 blocs, ils construisent un caille. 2-3 jours va passer, ils mettent l'autre sous les. Et puis après ça, on entend des cailles ça effondrer. Même le vague tremblement de terre. Nous pensons que non seulement c'est rôle magistral, mais il faut magistral tout gagner coup de main de ministère qui concernait, nous plus parler de ministère Travaux publics. Et ministère Travaux publics, tout le besoin de coup de main l'État. Donc c'est ça que fait, nous-mêmes, là, nous avons fait sensibilisation, nous avons poussé, même dans l'État que nous y a, que y a des dispositions qui prennent. Lancement hier à l'hôtel Montana du projet de soutien au développement des matériels didactiques en mathématiques pour l'apprentissage des élèves, une initiative du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle supportée par l'agence japonaise de coopération internationale. Ce projet triennal vise à améliorer l'apprentissage et l'enseignement des mathématiques dans le département du Centre par le développement et l'introduction des matériels didactiques adaptés, compte rendu Marie-André Bélange. Financé à hauteur d'environ $1 million par l'agence japonaise de coopération internationale, ce projet qui sera réalisé en 2 phases sera mis en œuvre dans 2 communes du département du Centre, à savoir Hinche et Mirebalais. La première phase touchera 12 écoles publiques et non publiques, pas moins de 3 777 élèves, 76 enseignants et 20 personnels d'encadrement en bénéficieront. La deuxième phase concernera 35 295 élèves, 666 enseignants, 44 inspecteurs et 153 écoles du niveau fondamental.
Prenant la parole en la circonstance, le directeur du ministère de l'Éducation nationale a surtout mis l'accent sur l'importance de ce projet, appelant toutes les directions techniques concernées à fournir un appui sans faille à son implémentation. Louis-Marie Cador. L'initiative sera mise en œuvre dans le département du Centre. Ils ont en 2 phases. Cette première phase pilote avec 12 écoles, 76 enseignants comme bénéficiaires directs, 20 personnels d'encadrement et un effectif de 3777 élèves, dont 1697 garçons et 2080 filles. Les 12 écoles seront donc des écoles publiques et non publiques dans le sous-secteur fondamental. C'est pour nous un projet très important à 3 niveaux. D'abord, au niveau pédagogique, au niveau éducatif globalement global, si vous me permettez, et puis au niveau économique. Intervenant lors du lancement de ce projet pilote, le directeur régional de l'Agence japonaise de coopération internationale, Osamu Hasegawa, a dit beaucoup attendre en termes de résultats. La coopération haïtiano-japonaise dans le secteur éducatif était limitée jusqu'à présent à l'accueil des participants haïtiens aux différentes formations au Japon. Ce présent projet essaie de coopération technique en éducation qui ne pourront le croire attendre des résultats escomptés. Le directeur départemental de l'éducation du centre, Muller Jules Saint, s'est réjoui de cette initiative consacrée à sa région. Selon lui, ce projet traduit la volonté du MNFP et ses partenaires de travailler en synergie et conjuguer leurs efforts pour parvenir à une éducation de qualité en Haïti. Le lancement de ce matin traduit notre volonté de travailler en synergie, de conjuguer nos efforts pour une éducation de qualité en Haïti. Parce que le développement de notre cher Haïti, autrefois appelé la perle des Antilles, passera inévitablement par l'éducation qui est un processus de transmission de savoir, de pratiques culturelles et culturelles de nos ancêtres. Ce projet, dont la gestion est confiée à la direction de l'enseignement fondamental du MNFP, assisté de la direction de la qualité et de la direction de la formation et de perfectionnement, s'inscrit dans le cadre des actions visant à améliorer la qualité de l'éducation en Haïti. Marie-André Bélange, Vision 2000. Merci Marie-André. Signature hier d'un protocole d'accord entre la Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-panaméenne et le Centre de formation et de développement économique. Cet accord permettra aux étudiants finissant en gestion des PME et autres études connexes de développer un plus grand intérêt pour le monde des affaires. L'ambassadeur du Panama accrédité en Haïti, Xiomara Pérez, et la présidente de la CCIHP, Sandra Beauville, n'ont pas caché leur satisfaction. Écoutez tout à tort les déclarations de Sandra Beauville et de Xiomara Pérez au micro de Michel Xavier. La Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-panaméenne a été créée en juillet 2015. L'objectif est de renforcer le secteur des affaires, surtout qui tient ses affaires son commerce avec le Panama. L'accent a été mis dans un premier temps sur le secteur dit informel qui se transforme depuis plusieurs années en un marché plus régulier et formel. Mais depuis 18 mois... Marché Pressé TV. Alors, les États-Unis, parmi les dossiers qui devraient être des priorités pour le Gancor, Guy Philippe, qui est comme prévu, a comparu hier par devant un tribunal à Miami. Il était accompagné notamment de ses deux avocats américains et plusieurs membres de sa famille, dont sa femme et l'un de ses enfants. Guy Philippe a plaidé non coupable. Il faut dire que l'audience n'avait duré que 3 minutes, selon notre collaborateur James Pierre, qui était présent au tribunal. Après l'audition, Guy Philippe a été reconduit dans sa cellule. Il devrait comparaître à nouveau au tribunal le 27 janvier prochain. Il faut dire également qu'une centaine de partisans de l'ex-chef rebelle étaient venus lui apporter leur soutien. L'un des avocats de Guy Philippe à Port-au-Prince, maître Mario Delcy, affirme qu'il s'attendait que son client plaide non coupable lors de cette deuxième audience, soulignant que l'ex-chef rebelle et ancien commissaire de police a toujours rejeté les accusations dont il fait l'objet. Maître Delcy, qui dit attendre le procès de son client dans les prochains jours, en a profité pour lancer un appel au calme et à la sérénité à l'endroit des partisans de Guy Philippe. Écoutez les déclarations de maître Mario Delcy au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé-Macéus. Philippe, c'est toujours dit que les pas gagnants ont rien à voir à l'accusation ça yo
la justice américaine y mettait sous dol. Et d'ailleurs, tout le monde connaît, il était toujours dit que les presse, il y a un mandat, il y a une preuve ou bien un indice que vous présentez contre lui pour que les comparaître côté pour les comparaître là. Je ne dis à là, c'est sans surprise, Guy Philippe, ensemble avec avocat parce que c'est mon seul qu'on y a l'autre avocat qui vient ajouter, donc il plaide non coupable et il y a prétendre pour que normalement procès il déroulé et à ce moment-là, le prosécuteur, ça aurait les ministères publics en Haïti, il peut venir avec ça que vous gagnez dans le parce que autant vous êtes en débat là tout, dans l'indictment, vous êtes dans le il dit que Guy Philippe, ça va conspirer pour que lui fasse 5 kilos cocaïne entrée aux États-Unis pendant plusieurs années et il parlait tout de une somme de $112 500 ou de $112 000 américains que ça va blanchir. Donc, ce sont des accusations. On prétend que le procès a été fait normalement et c'est le jury qui va déterminer est-ce que véritablement Guy Philippe est coupable ou bien est non coupable. À l'initiative du député de Pestel, Ronald Etienne, et des responsables du consortium des partis politiques haïtiens, des partisans de Guy Philippe ont pris part hier à un sit-in devant l'ambassade américaine à Tabar. Ils réclamaient la libération du sénateur élu de la Guendance. Écoutez la déclaration du député de Pestel, Ronald Etienne, du président du consortium Jean-Tel Joseph et des partisans de Guy Philippe. Nous gagnons un peuple qui vote, un sénateur, le sénateur Guy Philippe. Il a exprimé depuis son départ besoin pour que le ville remplisse fonction là. Je pense que les États-Unis d'Amérique ne doivent pas question dans toute ampleur qu'elle gagne, dans toute ampleur qu'elle gagne, diplomatique, politique, et qu'il doit juger et rappeler l'ambassadeur ça, qui fait des déclarations malencontreuses contre l'honorable sénateur Guy Philippe. Ça traite de fugitif et que Guy Philippe n'a jamais été un fugitif. Surtout pour les États-Unis d'Amérique, qui était décoré sénateur Guy Philippe en 2004 et par Donald Rumsfeld, qui était trophée et qui octroyait un visa. Ça veut dire à partir de 2004, tout grief que les États-Unis ont gagné avec le sénateur Guy Philippe, que c'est une question politique, que c'est une question la justice concernant la question de droit et autres, tout est tombé dans le moment ça. Et ça fait qu'on nous dit que l'arrestation que fait l'autre jour là, c'est un kidnapping, c'est pas une arrestation que lié. Je dis nous venons devant l'ambassade américaine pour nous dire que nous ne pouvons pas accepter des ordres que nous venons faire dans le pays. Parce que nous tous connaissons la constitution pays nous tous connaissons la constitution pays nous. Dans l'article 41, il dit pas de personne qui a une nationalité haïtienne qui a forcé ou quitter le pays ou bien déporter. Maintenant, des peuples haïtiens qui aujourd'hui mobilisés à travers le pays, qui présent avec nous devant l'ambassade là, n'a dit restez mobilisés parce que ça fait là, son acte vagabondage, son kidnapping, c'est un enlèvement suivi de séquestration. Son insulte pour le pays, son avilissement pour le Parlement. Et mouvement ça l'a fait nous là, c'est pas seulement devant l'ambassade là, nous même qui dans l'ouest là, nous devant l'ambassade là. Et mouvement ça qu'on a fait de façon parallèle dans toutes 12 communes grandes ensemble. Et qui ça n'a demandé? N'a demandé libération Guy Philippe immédiatement. Amérique va respecter nous en tant que peuple noir libre, indépendant. Ils ont toujours piétiné droit nous. Ils ont toujours fait nous tout ça pas bon. Et c'est celle nous en tant que peuple noir américain qui a fait ça. Je dis, nous va venir dire pile bagaille. Américain, message pour je dis, pour nous, piquet ça nous planter là. Pour nous lever, il faut que nous entendions Guy Philippe, non importe, tout c'est l'ouverture. La justice américaine ne s'est pas encore prononcée sur le sort de Guy Philippe, mais déjà la question relative à son siège au Sénat de la République fait débat. Il s'agit d'un cas insolite et complexe, reconnaît le sénateur de l'Ouest, Jean-René Senatus, qui se questionne sur le statut actuel du sénateur élu en détention à la prison fédérale de Floride. Le sénateur Senatus continue de dénoncer les conditions dans lesquelles Guy Philippe a été arrêté et extradé vers les États-Unis. Le parlementaire croit opportun de remettre en question l'accord signé en 1997 entre Port-au-Prince et Washington et sur la base duquel Guy Philippe a été arrêté. Le sénateur Jean-René Senatus était l'invité du journal Infovision hier matin. Il répondait à Dorbouz Figaro. C'est dans la radio. Dans bouche moun, nous tendez Guy Philippe, non, mais la justice américaine. C'est une question que tu posée tout à l'heure là qui est très difficile. Et m'ta remè un avocat ici, ou bien on ancien qui t'a une réponse à ça. Qui ça y a fait avec siège Guy Philippe là, dans le Sénat. Et puis, qui sont prêts à le faire avec droit moun Jérémy, qui doit y avoir 3 sénateurs pour défendre yo. Moun grandance yo,
Qui sont prêts à le faire avec? Est-ce que réponse à la question ça veut pas lié avec le jugement? Ah, mais c'est ça, Mamdou. Le fin de jugement aux États-Unis, comment jugement ça applicable sur le territoire national là? Point d'interrogation. Est-ce que Guy Philippe Jodia là, n'est pas en état de détention préventive prolongée ou pas qu'on est? Est-ce que arrestation est illégale? Question ça, il y a venir répondre moins. Il y a beaucoup répondre nous jusqu'à présent. Donc, nous pourrons parler. Bien, on a l'admettre. Guy Philippe passé 10 ans aux États-Unis, par exemple. Les pas d'accord jugé 10 ans, moun Jérémy après 100 sénateurs. Quel est le statut de Guy Philippe aujourd'hui? On n'a pas parlé là. Parce que la Constitution pas prévoir empêchement ça. Donc bonne imbroglio que nous-mêmes nous pas en mesure pour nous répondre. Et qui n'a pas une réponse à la question ça? Réponse ça yo, je pense que c'est le temps qu'a potil. Parce que yo pas dans le livre. Ou du moins pas dans le livre pas non. Guy Philippe même avocat lui écrit. Même si tu as une décision qui prend aujourd'hui. Non, mais décision si dans base là, il était gain vice. Ou pas qu'à le temps de finalité là. Et ça fait m'dou faut qu'autorité au vini pour venir bailler lumière sur lui pour nous raconter comment bagaille là y. Parce que comprenez bien, leur privent monde de liberté, c'est l'autre lié. Est-ce que sénateur ou en train de dire que quelle que soit décision qu'il prend concernant Guy Philippe, je dis, elle va supposer qu'il y a une conséquence ou mandat? Non, il y a une décision qui a des conséquences. Si par exemple, il y a l'autre bon côté lié, côté dit lié, il y a pendant 10 ans. Là, fait 10 ans dehors. Mais quand il y a là, l'heure tourne, faut qu'on dise qui statut l'a bien. Non, son mandat. Non, son mandat. Et mandat a commencé à partir de prêter serment. Est-ce que ça me dit là? C'est un cas qui est insolite, qui m'a dans pile réflexion. Comme bah au bon presse, toujours fait des procès similés pour le montrer qu'à traverser la société à comment traiter. M'ta souhaité, bâtonnier Sandé Gaston, t'as metté dans ça comme prochain cas pour nous qui issu pays est capable de joindre. Non, problème ça que l'a traversé. Mais ça important, faut que nous regardions ça la loi dit. C'est pas Guy Philippe qui est premier monde qui est allé. Il n'est pas considéré même qui est dernier monde. Dans la mesure où, à Soea, autorité américaine est capable de venir prendre l'autre monde encore. Que t'as dit qui gagne avec drogue. Et maintenant, est-ce que ça va le faire même brouillard? Ou est-ce que ça pas fait encore? Là, c'est nous-mêmes les autorités qui devons connaître ça pour nous faire. Parce que l'article 28 la clair, il dit lorsque vous n'avez pas violé ACOA, ou bien ACOA, tu as un problème avec ACOA, vous devez dénoncer par voie diplomatique. Et bien, je dis, je pense que diplomatie, non, tu as doué les mêmes métiers au travail pour connaître comment vous pouvez rentrer dans la logique là pour garder comment on protéger citoyens nationaux. Moi-même, je connais les États-Unis sont peuple qui respectent la loi. Ils respectent la loi. Pas de monde, États-Unis, tout cap d'accord pour pays viennent violer la loi en Haïti, viennent violer la constitution en Haïti. Maintenant, eux-mêmes, ils battent bravo, ils agissent dans le cadre d'un accord que vous gagnez avec Haïti. Est-ce que l'accord va exister? Oui, il existe. Est-ce que pas nous qui ouvert porte là? Oui, c'est nous qui ouvert porte là. Là, nous finissons ouvert barrière nous. Et puis, des autres fêtes, c'est pas après cabrit fin passer pour nous après les barrer. Je dis à plus que une possibilité pour nous dénoncer, eh bien, sous énervement haïtien yo qui frappe dans fort intérieur yo, moi penser autorité nous yo de dégager yo pour bailler une réponse à la population. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince informe avoir transféré le dossier de Wilson Lalo au cabinet d'instruction. Cette décision fait suite, a-t-il dit, au refus de l'ex-ministre de l'économie et des finances de participer à une confrontation avec l'ex-directeur du BMPAD, Eustache Saint-Lô, dans le cadre de l'enquête sur la gestion des fonds Petro-Caribé. Écoutez les précisions du commissaire Jean-Danton Léger au micro de Lovely Stanley Numa. L'ancien ministre des Finances, Wilson Lalo, est comparé volontairement par devant le parquet. Donc, commission de substitut montrée à cet effet étendue. Après ça, on devine ouvrir l'année. Pendant qu'une devine envisager une confrontation avec le même Eustache Saint-Lô. Confrontation de pas privée faite, mais puisque nous-mêmes au niveau du parquet, nous pas qu'à qu'un dossier au droit, nous sommes obligés de faire la saisine du cabinet d'instruction. Donc, je ne dis pas, sous terrain, mais il y a des renseignements sur la situation juridique de M. Wilson Lalo, voyez le cabinet d'instruction. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, Jean-Danton Léger, a lancé officiellement hier vendredi un programme de formation à l'intention des femmes incarcérées à la prison civile pour femmes à Cabaret. Lors d'une visite guidée à ce centre carcéral, le commissaire Léger, qui était accompagné de plusieurs formateurs, s'est engagé à libérer une cinquantaine de ces détenus qui ont passé entre 2 et 10 ans derrière les barreaux sans avoir été déférés devant leur juge naturel. Reportage Lovely Stanley Numa. Est-ce que tout le monde a l'autre juge déjà? Ces femmes, dont certaines d'entre elles sont emprisonnées depuis plusieurs années sans avoir été jugées, ont employé tous les moyens à leur disposition pour attirer l'attention du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince sur leur sort.
Transférées depuis plusieurs mois à la prison civile de Cabaret, elles ont déclaré compter sur le souci de maître Jean Danton Léger de combattre la détention préventive prolongée pour enfin sortir de cet enfer. Comme de cas de médicaments, c'est plus ou moins. Le commissaire Jean Danton Léger a demandé aux responsables de la prison de lui préparer un rapport détaillé concernant les détenus qui sont en détention préventive prolongée afin de mieux traiter leur dossier. Déjà, je demande tout à l'heure là pour préparer un liste parce que moi, je me compte en dans prison là, puis fort moun yo là, yo en détention préventive prolongée. Il y a moun yo 3 ans, 4 ans dans prison là, ça aurait été volonté téléphone au bureau de Goumet. Mais je trouve commandant d'ici 24 à 48 heures pour me liste toutes mesdames ça yo. Moun pour me laguer, m'a laguer, moun pour me faire juger, m'a fait juger parce que n'est pas possible pour gagner en dans prison plus moun qui en détention préventive prolongée que moun qui condamné. Tout moun qui finit purger peine yo, c'est pour petit amende, pour petit je ne sais quoi yo été dans prison, m'a libéré. Mais si moun nan li condamné, c'est seulement versi qu'a fait. Le chef du parquet de la capitale a profité de cette visite à la prison pour femmes de Cabaret pour lancer officiellement à leur intention un programme de formation en couture, pâtisserie et cuisine ainsi qu'en informatique. Nous avons pris un formateur qui est avec nous là. Nous avons des médecins, docteur Facile, docteur André qui là, qui va assister mesdames en psychologie. Nous comprenons que des mesdames qui sont en prison, il y a besoin d'aide en psychologie. Nous avons un formateur en informatique qui là tout. Nous avons monsieur dame qui est responsable de couture, broderie, crochet. Nous voulons remercier d'une manière spéciale responsable de la prison de Somnan, commandant Evans Michel, avec toute équipe agent qui offre nous là un accueil des plus chaleureux. Commandant Mbabo Manti madame en place. Agent Cavoyo là madame en place. Situation difficile et compliquée. Une des prisonnières qui est sur le point d'être libérée pour avoir purgé sa peine a exprimé son intérêt pour la formation. Travail lié parce que là on sorti dans prison, il y a des dans prison sorti dans prison là. Pas dans tête tout ça vide. Qui ça va apprendre ses prochains macarons. Mais ça pas dans mais apprendre pour faire informatique. Bon tout ça le dit là. Est-ce que on a des chances pour jouer sauf que m'a dit là subhanahu que pour apprendre ça qui les maîtrise là nous pour nous maîtriser ça faire et ceci on apprend pour demain. Nous n'a fait du bien en pile pendant 21 mois. Au total, 237 femmes sont incarcérées à la prison civile de Cabaret selon des chiffres fournis par l'inspecteur Evans Michel, le responsable de la prison. Il a évoqué un manque d'effectifs au niveau du personnel pénitentiaire. Lovely Stanley Numa, Vision 2000. Merci Lovely Stanley Numa. Par ailleurs, le chef du parquet de la capitale a annoncé l'organisation le 19 janvier prochain des funérailles d'une vingtaine de prisonniers décédés au pénitencier national. Ces derniers souffraient de la tuberculose, du sida et de la malnutrition. Le porte-parole du syndicat de transport terrestre haïtien Jacques Anderson Desroches dénonce une attaque d'individus armés dont il dit avoir été victime hier à Carrefour Chada au nord de la capitale alors qu'il venait d'effectuer